Je suis Juline, j'ai 31 ans et j'ai toujours cru que la famille voulait dire amour inconditionnel. Mon grand-père William m'a élevé après la mort de maman, en m'enseignant des valeurs que l'argent ne pourrait jamais acheter. Mon père, Thomas, était différent, toujours en train de regarder la fortune de mon grand-père de loin. Aux funérailles, quand papa a hérité de 56 millions de dollars, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu ne me sers plus à rien ». Ce qu'il ne savait pas sur le testament allait tout changer en seulement 24 heures. Si tu regardes ça, laisse un commentaire pour dire d'où tu regardes. Clique sur le bouton « Like » et abonne-toi pour entendre comment mon grand-père a surpassé mon père avide, même depuis sa tombe. Le souvenir le plus ancien que j'ai de ma mère, ce sont ses mains douces brossant mes cheveux avant de dormir. Elle s'appelait Sarah et avait les cheveux châtain roux les plus beaux qui captaient la lumière du soleil d'une façon magique. J'avais seulement 8 ans quand le cancer l'a emporté. Les séjours à l'hôpital sont devenus de plus en plus longs. Son visage, autrefois lumineux, est devenu de plus en plus pâle. Et puis un jour, mon père Thomas m'a dit, les yeux secs, qu'elle était partie. Il n'y a eu aucune larme de sa part, seulement une explication froide disant que maman ne reviendrait pas à la maison. Mon grand-père William a immédiatement pris le relais pendant que mon père s'enterrait dans le travail et à peine reconnaissait mon existence. Le grand-père William est devenu mon pilier. Il m'a emmené dans sa grande maison en Nouvelle-Angleterre, avec ses planchers en bois qui craquaient et ses murs remplis de livres. Ta mère adorait cette chambre quand elle avait ton âge, m'a-t-il dit en préparant ma chambre avec un lit à baldaquin qui m'a fait sentir comme une princesse. Malgré ma douleur, William était un entrepreneur autodidacte qui avait construit un empire de la construction à partir de rien. Il venait de nulle part, travaillant pendant ses années d'université avec des mains couvertes de callosité et une détermination sans fin. Quand je suis allé vivre chez lui, son entreprise Stoyard Construction valait des millions, mais on n'aurait jamais pu le deviner tellement il était humble. Il conduisait le même vieux pick-up depuis 15 ans et m'apprenait que la vraie richesse, c'est ce que tu construis en toi, pas ce que tu montres dehors. Mon père, Thomas, était tout le contraire. Comme fils unique de William, il avait grandi en attendant l'héritage familial. Il travaillait dans l'entreprise, mais n'avait ni la vision de mon grand-père ni sa connexion avec les gens. Les employés respectaient William, mais ils supportaient à peine Thomas. Je l'entendais parfois au téléphone dire « Thomas a des connaissances dans les livres, mais pas le cœur pour le business ». Cette tension constante, je pouvais la sentir même enfant. Pendant mon enfance, j'ai fait d'innombrables tentatives pour me rapprocher de mon père. À chaque spectacle d'école, je cherchais son visage dans le public. La plupart du temps, son siège restait vide. Quand il venait, il partait immédiatement, toujours avec une excuse liée à une réunion importante. J'ai appris à ne plus l'attendre et à chérir, à la place, la présence constante de mon grand-père. William n'a jamais manqué un seul événement, toujours assis au premier rang avec sa caméra prête et la fierté illuminant son visage. Quand est venu le moment de choisir une université, j'ai opté pour l'administration des affaires, dans l'espoir de pouvoir enfin créer un lien avec mon père. « Regarde papa, je suis tes pas », lui ai-je dit tout excité quand j'ai été accepté dans la même université que lui. Sa réponse a été froide, au mieux, les affaires, c'est censé. Est-ce que ça te donnera une sécurité financière? Pas de félicitations ni de fierté, seulement une analyse pratique. Mon grand-père, lui, m'a emmené fêter ça. L'éducation n'est jamais du gâchis, m'a-t-il dit pendant le dîner dans mon restaurant préféré. Mais souviens-toi, Juline, la compétence la plus importante dans les affaires, c'est de comprendre les gens. Pas seulement les chiffres. Ce soir-là, il m'a offert un journal en cuir. À l'intérieur de la couverture, il avait écrit « Pour voir la vraie valeur d'une personne, observe comment elle traite les autres quand elle pense que personne ne la regarde. » En grandissant, le contraste entre ces deux hommes dans ma vie est devenu encore plus clair. Thomas venait chez William surtout pour parler de business. Pendant ses visites, il me faisait un signe de tête ou me posait des questions superficielles sur mes études. Jamais un intérêt sincère pour mes réponses. Ses yeux glissaient souvent vers les antiquités et les œuvres d'art de la maison de mon grand-père, évaluant mentalement leur valeur. William et moi avons développé des traditions spéciales. Les dimanches matins étaient sacrés, réservés à la préparation de gaufres belges avec la recette de sa mère et à parler de tout, de politique à la philosophie. Il remettait toujours en question ma façon de penser avec des questions, au lieu d'imposer ses opinions. L'esprit a besoin d'exercice, tout comme un muscle, disait-il. Ces conversations m'ont formé plus que n'importe quelle éducation officielle. Quand j'ai été diplômé avec mention, William était assis fièrement dans le public.
Thomas, lui, a prétexté une urgence de travail qui l'a empêché de venir. Ce soir-là, mon grand-père m'a donné une petite boîte contenant la bague en saphir de ma grand-mère. Ta mère l'a aussi portée le jour de sa remise de diplôme. Des femmes fortes l'ont portée pendant des générations. Maintenant, c'est ton tour. Avec les années, la santé de William a commencé à décliner. À 78 ans, son corps autrefois robuste est devenu fragile et les médecins ont diagnostiqué une insuffisance cardiaque. Sans hésiter, je suis retourné vivre dans ma maison d'enfance pour m'occuper de lui. Mon travail en marketing pouvait se faire à distance et rien n'était plus important que d'être avec l'homme qui avait toujours été là pour moi. Soudain, Thomas a commencé à apparaître plus souvent. Ses visites, avant rares, sont devenues hebdomadaires. Il amenait des vins chers et s'asseyait avec William pour parler de l'entreprise et se rappeler le passé, d'une façon que je n'avais jamais vue avant. Pour un étranger, ça aurait pu sembler être un fils qui se reconnectait avec son vieux père. Mais je voyais bien que ces questions tournaient toujours autour de l'entreprise, du testament et de l'héritage. William le voyait aussi. Un après-midi, après que Thomas soit parti, mon grand-père a pris ma main. Les gens te montrent qui ils sont, Juline. Ce n'est pas ton travail d'inventer des excuses pour eux. J'ai voulu croire que Thomas développait enfin un vrai souci pour son père, mais au fond, je reconnaissais le même schéma de comportement qui avait marqué toute ma vie. Plus William approchait de la fin, plus Thomas semblait attentif au début de son héritage. Les mots du médecin m'ont frappé comme un coup. 6 mois, peut-être moins. Nous étions dans la salle de consultation stérile quand le docteur Patel nous a annoncé que le cœur de William déclinait rapidement. Mon grand-père a reçu ce diagnostic avec la même dignité qui avait marqué toute sa vie. Alors, il vaut mieux qu'on profite au maximum du temps qui nous reste, a-t-il dit calmement. Ce même jour, j'ai emballé mon appartement et je me suis installé définitivement dans ma chambre d'enfance. Mes clients en marketing ont été compréhensifs quand je leur ai expliqué que je devais réduire ma charge de travail pour m'occuper de mon grand-père. J'ai confié certains projets à des collègues, ne gardant que ceux que je pouvais gérer en plus de mes responsabilités de soignante. L'argent devenait plus rare, mais c'était le cadet de mes soucis. L'état de William demandait une attention constante. J'ai appris à lui donner ses médicaments, à contrôler son oxygène et à reconnaître les signes subtils qui distinguaient les bons jours des mauvais. L'infirmière à domicile, Lydia, venait 3 fois par semaine, mais la plus grande partie des soins reposait sur moi. J'ai mis un petit bureau dans le coin du salon pour pouvoir travailler tout en restant près de lui. Malgré son corps affaibli, l'esprit de William restait aussi vif que toujours. Nos conversations se sont encore approfondies durant cette période, comme si l'approche de la fin de sa vie avait enlevé tous les filtres. Je n'ai aucun regret pour les affaires, m'a-t-il dit un après-midi alors que le soleil entrait par les fenêtres. Mais je regrette la distance avec Thomas. Je me demande si je l'ai trop pressé ou si je ne l'ai pas assez pressé. Je lui lisais ses livres préférés quand il était trop fatigué pour les tenir lui-même. Hemingway, Steinbeck et des biographies de personnages historiques remplissaient nos soirées. Parfois, il s'arrêtait au milieu d'un paragraphe pour partager un souvenir, une réflexion qu'un passage avait réveillée en lui. La vie est une collection d'histoires, Juline, m'a-t-il dit une fois. Assure-toi que la tienne mérite d'être racontée. Les bons jours, nous nous asseyions dans le jardin qu'il avait entretenu pendant des décennies. Les roses étaient sa fierté, chaque variété choisie et cultivée avec patience. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps, m'expliquait-il en me montrant les techniques de taille depuis son fauteuil roulant. Souviens-toi de ça aussi avec les gens. Les meilleurs révèlent leur beauté petit à petit. Pendant ces mois-là, Thomas a commencé à venir 2 fois par semaine, parfois en apportant de la nourriture chère à emporter, que William pouvait à peine manger à cause de son appétit diminué. Je remarquais que mon père glissait toujours des sujets d'affaires pendant ses visites. Le contrat avec Jefferson est presque finalisé, disait-il. Les marges de bénéfices s'annoncent excellentes pour les 5 prochaines années. William écoutait poliment, mais je voyais le regard complice qu'il m'envoyait parfois. Après une de ses visites, il m'a demandé de l'aider à aller à son bureau. Une fois la porte fermée, il a dit « J'ai besoin que tu appelles Harold Jenkins. Il est temps de revoir certains documents. » Harold avait été l'avocat de William pendant plus de 40 ans, une amitié autant qu'une relation professionnelle. Le vieux juriste est arrivé le lendemain avec une mallette pleine de papiers. Ils ont passé 3 heures à huis clos pendant que j'attendais anxieuse dehors, respectant leur intimité malgré ma curiosité. Quand Harold est sorti, il m'a tapoté doucement l'épaule. « Ton grand-père est un homme sage, Juline.
Il l'a toujours été. Il a refusé mon offre de thé en disant qu'il avait pour l'instant tout ce dont il avait besoin, mais qu'il reprendrait bientôt contact. Ce soir-là, William semblait plus en paix. « Promets-moi quelque chose », dit-il pendant que je lui arrangeais les oreillers avant qu'il s'endorme. « Promets que tu vivras selon tes propres valeurs, pas selon les attentes des autres. » « Je le promets », ai-je murmuré en retenant mes larmes. « Et une chose de plus », ajouta-t-il soudain d'une voix plus ferme. « Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Je me suis assuré que tu sois protégé. » J'ai supposé qu'il parlait au sens émotionnel ou spirituel, sans jamais imaginer l'interprétation littérale que prendraient ces mots plus tard, à mesure que son état empirait. Les visites de Thomas sont devenues encore plus fréquentes. Il a commencé à apporter des documents de l'entreprise pour que William les revoie malgré les avertissements du médecin sur le stress inutile. « Papa doit rester connecté à ce qu'il a construit », insistait-il quand je m'y opposais. Je remarquais qu'il étudiait aussi l'horaire des médicaments de William, posant des questions détaillées sur la progression de la maladie. Pendant cette période, William a exigé plus de réunions privées avec Harold. Parfois, il parlait à voix basse et se taisait aussitôt que j'entrais dans la pièce. Une fois, j'ai entendu William dire fermement « Il doit apprendre. » Point. Et c'est la seule façon. La dernière semaine est arrivée plus vite que ce que les médecins avaient prévu. William est resté cloué au lit. Sa respiration était difficile malgré l'oxygène. Je ne quittais presque jamais son côté, dormant sur un lit de camp à côté du sien. Thomas venait chaque jour désormais. Son inquiétude semblait sincère alors que l'inévitable approchait. La dernière nuit, dans un rare moment où Thomas est sorti pour répondre à un appel, William m'a fait signe d'approcher. Sa voix était à peine audible. « Souviens-toi de qui tu es, Juline. Le sang ne fait pas toujours la famille. » Il m'a serré la main avec une force surprenante. La vérité trouve toujours un moyen de se révéler. William Stout est parti en paix pendant son sommeil, à 3h17 du matin, un mardi d'octobre. Je tenais sa main en lui racontant l'aube qui allait bientôt apparaître. Quand j'ai compris que sa poitrine ne se soulevait plus, un silence profond a envahi la pièce, seulement brisé par mes sanglots étouffés. J'ai d'abord appelé l'infirmière de l'hospice, puis Thomas. Mon père a répondu d'une voix encore endormie, mais elle s'est tout de suite durcie quand je lui ai annoncé la nouvelle. « J'arrive tout de suite », dit-il. N'appelle encore personne d'autre. Thomas est arrivé vêtu d'un costume malgré l'heure très matinale. Après que le médecin a confirmé le décès et soit reparti, mon père a fait quelque chose qui m'a paru étrange. Avant même de reconnaître ma douleur, il a commencé à ouvrir les tiroirs du bureau et à fouiller les étagères. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé en larmes. « Je cherche le testament », a-t-il répondu sans détour. Papa avait mentionné garder une copie ici à la maison. Alors que je restais figé près du lit de mon grand-père, Thomas passait des appels aux membres du conseil de l'entreprise et à la maison funéraire, prenant les choses en main avec une efficacité qui semblait déplacée dans ce moment. Il n'y avait aucune place pour le deuil dans ses gestes, seulement des affaires à régler. À ce moment-là, je me suis senti plus seul que jamais. Le matin des funérailles de William est arrivé avec un ciel sombre. De lourds nuages gris menaçaient une pluie qui n'est jamais tombée, un peu comme les larmes que mon père n'a jamais totalement versées. Stoyard Construction a fermé ce jour-là en signe de respect et le parking de la maison funéraire débordait de voitures. William avait touché d'innombrables vies, des employés à qui il avait donné une seconde chance aux clients devenus des amis après des décennies de relations. Je portais la simple robe noire que mon grand-père m'avait complimentée des années plus tôt. L'élégance ne crie pas, m'avait-il dit. Puis Thomas est arrivé avec son assistant, un jeune homme qui prenait frénétiquement des notes sur qui assistait et quelles relations d'affaires étaient présentes. L'église s'est remplie au-delà de sa capacité. Les gens s'alignaient contre les murs et débordaient jusque dans le hall. Je me suis assise au premier rang, une boîte de mouchoirs serrée entre mes mains tremblantes. Thomas s'est assis à côté de moi, vérifiant sa montre régulièrement comme s'il avait un rendez-vous plus important après. Quand est venu le moment des éloges, Thomas a parlé en premier. Son discours était soigné et professionnel, axé principalement sur la capacité entrepreneuriale de William et sur l'héritage de l'entreprise. Il a utilisé des phrases comme « gestion financière » et « leadership sur le marché » qui sonnaient creux dans cet espace sacré. Aucune mention de William comme père ou grand-père, aucune anecdote personnelle qui aurait révélé l'homme derrière le succès. Quand ce fut mon tour, mes jambes étaient lourdes comme du bois en m'avançant vers le pupitre. En regardant la mer de visage, j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à parler avec mon cœur.
Mon grand-père mesurait la richesse non pas en dollars, mais en moments, ai-je dit. Il m'a appris que le vrai héritage d'une personne, c'est l'amour qu'elle laisse derrière elle. J'ai partagé des histoires des gaufres du dimanche, des leçons de vie dans le jardin et de la force silencieuse qu'il avait montrée dans ces derniers jours. Pendant la cérémonie, j'ai remarqué un vieil homme que je n'avais pas reconnu tout de suite. Il était assis vers le fond, ses cheveux argentés soigneusement coiffés, sa posture respectueuse mais d'une certaine façon vigilante. Ce n'est qu'en s'approchant après que j'ai compris qu'il s'agissait de Harold Jenkins, l'avocat de William. Bien que nous nous soyons vus pendant la maladie de mon grand-père, son apparence avait suffisamment changé pour que je ne le reconnaisse pas au début. Une belle cérémonie, dit Harold en me serrant la main avec chaleur. William aurait apprécié tes mots, surtout, Juline. Il m'a tendu sa carte. Demain à 14 heures, le testament sera lu dans la maison de William, s'il vous plaît. Thomas, qui avait entendu cet échange, est aussitôt intervenu dans la conversation. J'ai complètement libéré mon agenda, a-t-il dit à Harold. Les papiers pour le transfert de l'entreprise seront aussi prêts. L'expression de Harold est restée neutre. Tous les documents pertinents seront présentés demain, monsieur Stout. Sa formalité avec mon père contrastait fortement avec la chaleur qu'il m'avait montrée à moi. La réception après les funérailles s'est tenue dans la maison de William, notre maison. Les responsables du service funéraire avaient transformé le salon en un espace élégant mais sobre. Je me déplaçais parmi la foule comme dans un rêve, acceptant des condoléances et partageant de brefs souvenirs de mon grand-père avec les invités. Pendant ce temps, Thomas se réunissait dans des coins avec des associés d'affaires. Dans des conversations complètement inappropriées pour l'occasion, j'ai plusieurs fois entendu des phrases comme « opportunité de restructuration » et « transition de direction ». Mon père semblait tenir des réunions d'affaires sous le couvert du deuil. À la tombée de la nuit, la maison était vide, sauf Thomas et moi. J'ai commencé à ranger, même si les organisateurs m'avaient assuré qu'ils reviendraient le matin pour finir. L'activité donnait un but à mes mains, alors que mon cœur était vide. « Tu devrais préparer tes affaires ce soir », dit soudain Thomas pendant que je ramassais des verres vides dans le bureau. Je me suis figé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Après la lecture du testament demain, je vais m'installer ici. Cette maison a toujours été destinée au PDG de l'entreprise. Son ton était froid, comme s'il parlait d'un simple détail logistique, au lieu d'arracher ma vie par la racine. « Mais c'est ma maison », protestai-je. « J'y vis depuis mes 8 ans. » « Comme invité de ton père, » corrigea Thomas froidement. « La propriété fait partie de l'héritage. Et comme héritier, elle me revient. Tu devras trouver ton propre endroit. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je suis resté éveillé dans ma chambre d'enfance, entouré de souvenirs, essayant de supporter non seulement ma douleur, mais aussi l'indifférence cruelle du comportement de mon père. Au matin, mes yeux étaient gonflés d'avoir trop pleuré, mais je me suis forcé à paraître calme pour la lecture du testament. À 14 heures précises, les personnes désignées se sont réunies dans le bureau de William. Thomas était déjà assis derrière le bureau, un geste symbolique d'appropriation qui n'échappa pas à Harold, qui leva un sourcil sans rien dire. Plusieurs dirigeants de l'entreprise étaient présents, ainsi que le conseiller financier de la famille et moi. Harold posa sa mallette sur le bureau et en sortit un gros document. « Je vais lire le dernier testament de William Edward », annonça-t-il solennellement. La salle devint silencieuse. Les premières dispositions étaient classiques, arrangements funéraires et petits legs pour des employés fidèles. Thomas s'agitait avec impatience jusqu'à ce qu'Harold arrive à la clause principale de l'héritage. « Ah mon fils, Thomas Williams, je laisse l'entreprise Toi Construction et toutes ses propriétés évaluées à environ 56 millions de dollars, ainsi que la maison familiale et son contenu. » Le visage de Thomas se transforma instantanément. L'impatience disparut, remplacée par une satisfaction triomphante. Il se redressa sur sa chaise, déjà en train de se comporter comme le nouveau multimillionnaire qu'il venait de devenir. Les dirigeants murmuraient des félicitations tout en m'adressant des regards inquiets. Je restais parfaitement immobile, les mains jointes sur mes genoux. Même si je n'avais jamais attendu une grande part d'héritage, l'absence totale de mon nom jusque-là sonnait comme un abandon final. Est-ce que mon grand-père m'avait oublié ? Harold continua à lire, détaillant diverses donations à des associations et des transitions d'affaires. La réunion se termina et les gens commencèrent à rassembler leurs affaires pour partir. Thomas restait assis, affichant désormais un large sourire. Quand la salle se vida, je m'approchai d'Harold. «
C'est tout, demandai-je doucement en essayant de rester calme. Avant qu'Harold ne puisse répondre, Thomas s'interposa. Tu as tout entendu, Juline. L'entreprise et l'héritage m'appartiennent. Il se leva et boutonna sa veste. Je te laisse jusqu'à demain pour retirer tes affaires. Lundi, les entrepreneurs arrivent pour commencer les rénovations. Harold observait l'échange avec une expression impassible. Monsieur Stout, peut-être voudrez-vous examiner le document en entier tranquillement, suggéra-t-il en tendant à Thomas l'épais dossier. J'ai déjà entendu l'essentiel, répondit Thomas avec dédain. Faites envoyer le résumé par votre bureau. Puis il se tourna vers moi. Quant à toi, tes services comme aide-soignante ne sont plus nécessaires. Tu n'étais utile que tant que mon père avait besoin de soins. Maintenant, tu ne sers plus à rien. La cruauté de ces mots m'a coupé le souffle. Des années à chercher son approbation se sont effondrées d'un coup, en le voyant enfin sans masque. Voilà qui était vraiment mon père, quelqu'un capable de rejeter sa propre fille sans la moindre hésitation, dès qu'elle cessait de lui être utile. Alors que les autres quittaient la maison, Thomas resta pour répondre à un appel. Je suis resté sur le seuil du bureau, le sanctuaire de mon grand-père, regardant mon père poser ses pieds sur le vieux bureau avec un mépris désinvolte pour son histoire et sa valeur. Sa voix résonnait, oui, j'ai tout eu. Le vieux a enfin cédé. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Le dernier fil d'espoir qu'il puisse y avoir une rédemption dans notre relation s'est rompu. Je me suis retourné, les yeux brouillés par les larmes, et j'ai commencé le douloureux processus de décider quelle partie de ma vie tiendrait dans une valise pour le lendemain matin. Le jour suivant s'est levé avec une clarté douloureuse. J'avais passé la nuit à trier 23 ans de souvenirs, essayant de déterminer ce que je pouvais emporter et ce que je devais laisser derrière moi. Chaque objet contenait une histoire, un lien avec le grand-père qui m'avait élevé. La boîte à musique de mon 16e anniversaire, la collection de coquillages que nous avions rassemblés durant les étés à Cap Cod, les couvertures tissées à la main par ma grand-mère avant ma naissance. Je venais de ranger le dernier de ces trésors dans ma deuxième valise quand j'ai entendu des voix inconnues en bas. En suivant le son, j'ai découvert 2 gardes de sécurité en uniforme dans le hall, parlant avec Thomas. « Là, te voilà », dit mon père en me voyant dans l'escalier. « Ces messieurs superviseront la transition de la propriété. Ils t'escorteront quand tu seras prête. » Son ton était purement professionnel, comme s'il parlait à une intruse et non à sa propre fille. « Tu as engagé des gardes pour me chasser de ma maison ?» ai-je demandé, incrédule. « Une précaution standard pendant les transitions de propriété », répondit-il avec un calme calculé. « Rien de personnel. » Mais si, tout était personnel. Tout dans cette situation était profondément, douloureusement personnel. J'ai aperçu un serrurier travaillant déjà sur la porte d'entrée. « Tu changes déjà les serrures ?» dis-je, la voix brisée malgré mes efforts pour rester digne. « Naturellement, la propriété contient des biens précieux », dit Thomas en consultant sa montre avec impatience. « Combien de temps encore ? » J'ai des réunions cet après-midi. Les gardes de sécurité semblaient mal à l'aise, changeant de pied et évitant mon regard. Ils faisaient simplement leur travail, mais leur humanité reconnaissait la cruauté de la scène. « J'aurais besoin d'aide pour ça », dis-je en montrant mes valises. L'un des gardes se précipita pour m'aider, soulagé d'avoir une tâche claire. En descendant les escaliers, les souvenirs m'envahissaient à chaque marche. La rampe sur laquelle je me glissais enfant malgré les remontrances douces de William. Le mur où les marques au crayon retraçaient ma croissance au fil des années. Le coin lecture où mon grand-père et moi avions passé des heures à partager des livres et des idées. Thomas restait près de la porte, les clés en main, impatient de prendre pleine possession de son butin. Pendant que le garde chargeait mes valises dans ma modeste Honda, j'ai jeté un dernier regard au hall. Le lustre en cristal attrapait la lumière du matin, projetant des arcs-en-ciel sur le plancher de bois. Combien de fois mon grand-père m'avait-il montré ses reflets quand j'étais enfant, pour m'émerveiller ? « C'est tout ?» demanda Thomas, dissimulant à peine son impatience. J'ai hoché la tête, incapable de parler tant ma gorge était serrée. « Bien. Les avocats de l'entreprise te contacteront s'il reste des démarches. » Il a tendu sa main mécaniquement, comme s'il concluait une réunion d'affaires. Je la regardais mais je ne pris pas sa main. Certaines apparences étaient trop vides pour être supportées sans rien dire. Je marchai au-delà de lui et franchis la porte de la seule vraie maison que j'avais connue. Le garde qui avait porté mes valises me jeta un regard compatissant. « Je suis désolé, mademoiselle » murmura-t-il à voix basse, hors de portée d'oreille de Thomas.
Le trajet jusqu'à l'hôtel fut un brouillard de larmes et d'incrédulité. J'avais choisi cet hôtel modeste parce qu'il proposait des tarifs à la semaine, et j'avais besoin de temps pour décider de mes prochains pas. Mes économies ne dureraient pas longtemps, surtout après des mois de revenus réduits à cause des soins apportés à William. La chambre d'hôtel était propre. Mais son intérieur, avec ses murs beiges et son art générique, contrastait brutalement avec la maison pleine de caractère que je venais de quitter. Je posai la couverture de ma grand-mère sur le lit, une petite tentative pour rendre cet espace moins étranger. Puis je m'assis près de la fenêtre et je me permis enfin de m'effondrer totalement. La douleur arrivait en vagues, non seulement pour William, mais aussi pour le père que je n'avais jamais vraiment eu et la sécurité que j'avais perdue d'un seul coup cruel. Le ciel s'assombrissait dehors tandis que je restais immobile, les souvenirs défilant comme un film derrière mes yeux. Quand je trouvai enfin la force de déballer l'essentiel, il était déjà passé minuit. Le sommeil refusa de venir. Je me retournai dans ce lit étranger, l'esprit rempli de questions et de peurs. Que allais-je faire maintenant? Où allais-je vivre à long terme? Comment mon propre père pouvait-il être aussi cruel? Mon grand-père ne m'avait-il vraiment rien laissé? Pas même un dernier message d'adieu? Le matin arriva avec la lumière crue des néons et le bruit lointain des chariots du personnel de nettoyage dans le couloir. Je me forçai à me doucher et à m'habiller, suivant les gestes d'une normalité que je ne ressentais pas du tout. Mon téléphone montrait plusieurs appels manqués d'amis présents aux funérailles, mais je ne pouvais pas encore supporter d'expliquer ma situation. À la place, j'appelai Angela, ma meilleure amie depuis l'université, qui vivait dans une ville voisine. « Est-ce que je peux rester chez toi quelques jours ?» demandai-je, la voix tremblante, juste le temps de clarifier les choses. « Bien sûr », répondit-elle sans hésiter. « Que s'est-il passé ? » « Je te le raconterai quand je te verrai, promis-je, sachant que l'histoire complète demandait une conversation en face à face. Après avoir organisé mon déménagement le soir même dans la chambre d'amis d'Angela, je commençai à chercher des appartements à louer dans le coin. Les prix me laissèrent bouche bée, bien plus élevés que ce que j'avais imaginé. Mon activité de marketing avait souffert pendant les mois de soins, et reconstruire ma clientèle prendrait du temps. L'avenir s'étendait devant moi, incertain et intimidant. Mon téléphone sonna peu après midi, affichant un numéro inconnu. J'ai failli ignorer l'appel, pensant que c'était un vendeur, mais un instinct me poussa à répondre. Juline Stout, demanda une voix formelle. Oui, c'est moi. Et ici Patricia, du bureau de Maître Harold Jenkins. Monsieur Jenkins souhaiterait vous rencontrer cet après-midi, si vous êtes disponible. Mon cœur fit un bond. De quoi s'agit-il, demandai-je. Cela concerne l'héritage de votre grand-père, et c'est de la plus haute urgence. Nous fixâmes un rendez-vous à 15 heures. Je passai les heures suivantes à imaginer les raisons de cette rencontre. Peut-être y avait-il un petit legs après tout. Quelque chose qu'Harold n'avait pas mentionné pendant la lecture formelle. Ou peut-être des objets personnels que William avait spécifiquement désignés pour moi. Le cabinet juridique se trouvait dans un bâtiment historique du centre-ville, son intérieur un mélange d'élégance d'un autre temps. Les murs recouverts de bois sombre et les étagères encastrées débordaient de livres de droit reliés en cuir. Je donnai mon nom à la réceptionniste, qui m'accompagna aussitôt au bureau privé d'Harold. Le vieil avocat se leva pour m'accueillir, avec une expression plus chaleureuse que la retenue professionnelle qu'il avait gardée lors de la lecture du testament. « Merci d'être venu avec si peu de préavis, Juline, dit-il en désignant une chaise confortable devant son bureau. Et j'imagine que vous avez eu 24 heures difficiles. » Ce simple fait de reconnaître ma douleur fit craquer quelque chose en moi. À ma honte, mes yeux se remplirent de larmes. Oui, réussis-je à dire. Thomas a fait en sorte que la sécurité m'escorte dehors ce matin. Les sourcils d'Harold se haussèrent immédiatement. Vraiment, dit-il, en tendant la main vers un dossier en cuir sur son bureau. Cela rend ce moment encore plus intéressant. Que voulez-vous dire, demandai-je. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Votre père a-t-il seulement pris la peine de lire le testament en entier? Je le fixai, confuse. Le testament complet? J'étais présente à la lecture. Thomas a hérité de tout. L'entreprise, la maison, les 56 millions de dollars. L'avocat s'adossa à son fauteuil, les doigts croisés sous son menton. Oui, les dispositions principales ont été lues à voix haute, comme c'est la coutume. Mais Thomas n'a pas pris la peine d'examiner le document complet ensuite. Les conditions, les clauses.
Il a dit à Harold de lui envoyer un simple résumé à son bureau. Je me souvenais. Il avait dit qu'il avait déjà entendu l'essentiel. Un rire sec échappa à Harold. Ah, voilà bien le Thomas Stout que je connais depuis 30 ans. Toujours trop impatient pour les détails. Il ouvrit le dossier en cuir et en sortit un épais document relié en bleu. Ta grand-mère anticipait exactement ce comportement, dit-il. Mon pouce accéléra. Que voulez-vous dire? William et moi avons passé beaucoup de temps à rédiger ce testament, surtout pendant la dernière année où sa santé se dégradait, expliqua Harold en ajustant ses lunettes de lecture. Il tourna une page marquée. L'héritage revient bien à Thomas, mais à des conditions très précises. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. Le legs à mon fils, Thomas William Stout, est soumis à la condition qu'il fournisse un soutien à vie à ma petite-fille Juline Sarah Stout. Ce soutien comprend, mais ne se limite pas à, un logement dans la maison familiale. Une allocation mensuelle de $10 000 pour ses dépenses de subsistance. Ainsi que la prise en charge de tous ses frais d'éducation et de santé. Ma bouche s'ouvrit de stupeur. Harold continua à lire. Dans le cas où Thomas ne respecte pas ses obligations, ou agit d'une manière qui cause de la détresse ou des difficultés importantes à Juline, la totalité de l'héritage, y compris Stoyard Construction et toutes ses propriétés, passera immédiatement à Juline Sarah Stout. La pièce sembla tourner autour de moi. Mais, il a déjà violé cette condition. Il m'a chassé ce matin même. Les yeux d'Harold brillèrent. Exactement. Et ce faisant, moins de 24 heures après la lecture du testament, il a rompu la condition principale de son héritage. Alors, qu'est-ce que ça signifie, demandai-je, à peine capable d'en saisir les implications. Cela signifie, ma chère, que selon les termes légalement contraignants du testament de ton grand-père, tu es maintenant l'unique propriétaire de Stoyard Construction et de tous les actifs associés, évalués à environ 56 millions de dollars. Je haletai, portant ma main à ma bouche. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, dit Harold en retirant ses lunettes. William connaissait son fils mieux que personne. Il m'a dit spécifiquement. Thomas montrera son vrai visage en une semaine, probablement en un jour. Et il avait vu juste, avec une précision totale. Mais pourquoi ne pas tout me laisser directement, demandai-je à voix haute. Ton grand-père était un homme sage qui comprenait la nature humaine. Il a voulu donner à Thomas une dernière chance de faire ce qui est juste, d'être le père qu'il aurait toujours dû être. Le visage d'Harold s'adoucit. Mais il voulait aussi te protéger. C'est pourquoi il a créé ce mécanisme. Est-ce que Thomas est déjà au courant, demandai-je, la gorge nouée. Harold secoua la tête. Non. Et sa réaction sera très révélatrice. Ton père était trop pressé de compter ses millions pour se donner la peine de lire le document qui les lui accordait. Un léger rire lui échappa. En 40 ans de carrière, j'ai rarement vu la justice s'accomplir aussi vite. La réalisation de ce qui venait de se passer commençait à s'ancrer en moi. Mon grand-père ne m'avait pas oublié ni abandonné. Au contraire, il avait créé une épreuve ingénieuse que mon père avait échoué immédiatement. La maison dont j'avais été expulsé ce matin-là était désormais légalement la mienne. L'entreprise qui avait toujours été hors de ma portée devenait à présent ma responsabilité. Je ne sais pas comment diriger une entreprise de construction, avouai-je, la panique dans la voix. William y avait aussi pensé, dit Harold en sortant un autre document de son porte-document. Cette lettre explique ses souhaits pour ta transition. Il recommande de maintenir l'équipe de direction actuelle pendant que tu apprends le métier, avec des mentors précis dans l'entreprise. Il avait une totale confiance en tes capacités, Juline. Les larmes me montèrent encore aux yeux, mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude, de reconnaissance. Je me sentais enfin vu et valorisé par l'homme qui m'avait élevé. Il y a plus, continua Harold. William a laissé des messages vidéo pour toi et pour Thomas. Il a demandé qu'ils soient visionnés ensemble, en ma présence. Je propose de programmer cette rencontre demain matin. Est-ce que ça doit être ensemble, demandai-je, craignant une nouvelle confrontation avec mon père. Ton grand-père a été très clair sur ce point. Je crois qu'il voulait que Thomas voie ta réaction, et que toi tu vois la sienne, répondit Harold en consultant son agenda. Disons demain à 10 heures, ici, dans la salle de conférence. J'acquiesçai, encore submergé par ce tournant inattendu. En attendant, dit Harold en me donnant une carte, voici le contact de la société de sécurité liée à l'héritage.
Tu devrais peut-être les rencontrer plus tard aujourd'hui à la maison. Pourquoi faire, demandai-je. Un sourire traversa son visage. Pour changer à nouveau les serrures. Après tout, c'est ta maison maintenant, Juline. En sortant du cabinet juridique, le monde me sembla différent. Les mêmes rues où j'avais conduit ce matin dans le désespoir paraissaient soudain pleines de possibilités. J'appelai Angela pour annuler mon séjour, lui expliquant brièvement que la situation avait changé du tout au tout. « Mais tu es sûr que ça va ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Je crois que ça ira », répondis-je honnêtement pour la première fois depuis des jours. « Oui, je crois que ça ira. » Mon appel suivant fut pour la société de sécurité. Ils acceptèrent de me retrouver à la maison à 17h pour changer les serrures et mettre à jour le système. Le représentant ne sembla pas surpris, ce qui me fit me demander si Harold ne les avait pas déjà prévenus. Je conduisis jusqu'à la propriété, répétant dans ma tête ce que je dirais si Thomas était encore là. Une partie de moi espérait qu'il soit déjà parti, repoussant notre confrontation inévitable à demain. Mais une autre partie voulait assister à sa réaction quand il découvrirait que ses actes lui avaient coûté tout, et si vite. En arrivant dans l'allée circulaire, je remarquai la Mercedes noire de Thomas toujours garée devant la porte. Mon estomac se noua d'anxiété, mais je me forçai à avancer. C'était ma maison maintenant, pas la sienne. Mon grand-père l'avait confirmé de la manière la plus définitive possible. L'équipe de sécurité arriva à l'heure prévue. 3 agents en uniforme dans une camionnette de la société. Je les accueillis à l'entrée, expliquant que la propriété avait été légalement transférée à mon nom et leur montrant le document qu'Harold m'avait remis comme preuve. Nous devrons informer l'occupant actuel du changement de situation, expliqua le chef de l'équipe avec professionnalisme. J'acquiesçai. Je comprends. Thomas ouvrit la porte lui-même. Son expression passa de l'agacement à la surprise en me voyant avec l'équipe de sécurité. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» exigea-t-il. L'agent principal fit un pas en avant. « Monsieur, nous avons été mandatés pour modifier les protocoles de sécurité de cette propriété à la demande de sa nouvelle propriétaire légale, mademoiselle Juline Stout. » Le visage de Thomas vira au rouge. « C'est ridicule. Je suis le propriétaire de cette maison depuis hier. Je crains qu'il y ait eu un développement concernant le testament, dit calmement l'agent. « Papa, dis-je en trouvant de la force dans la vérité, tu devrais peut-être appeler Harold pour clarifier. Il y avait une condition dans ton héritage, que tu as violée en me mettant dehors ce matin. » « Quelle condition ? De quoi tu parles ? hurla-t-il. « Peut-être devrions-nous continuer cette discussion à l'intérieur, suggérai-je, consciente que l'équipe de sécurité assistait à ce drame familial. Thomas recula, nous laissant entrer. L'équipe resta discrète, concentrée sur ses tâches, pendant que mon père et moi nous dirigions vers le bureau. « Explique-toi » exigea-t-il dès que la porte se referma. « Le testament de grand-père stipulait que tu devais pourvoir à mes besoins, y compris me laisser vivre ici. En m'expulsant, tu as violé les termes de l'héritage, répondis-je calmement, exposant des faits plutôt que des accusations. Le visage de Thomas pâlit quand il comprit les implications. C'est impossible. Harold aurait mentionné une chose pareille. C'était écrit dans le document complet que tu n'as pas pris la peine de lire, répliquai-je. Nous avons une réunion demain à 10h avec Harold pour tout examiner officiellement. Pendant un instant, Thomas sembla s'affaisser. Puis son expression se durcit. C'est un piège. Toi et ce vieux vous avez tout manigancé ensemble. Le testament a été rédigé et notarié il y a des mois, répondis-je. Le grand-père savait exactement ce qui arriverait. Il t'a donné une chance de faire ce qui est juste, et tu as échoué en moins de 24 heures. Le chef de la sécurité frappa poliment avant d'entrer. Excusez-moi, mademoiselle Stout. Les serrures extérieures ont été changées. Où souhaitez-vous que nous déposions les nouvelles clés ? Thomas regarda l'homme, puis me regarda à nouveau, la réalité pénétrant enfin dans son déni. C'est ma maison, insista-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Je ne répondis pas. Je pris simplement les clés, merci. Je les garde. À ce moment-là, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Mon père complètement perdu. L'arrogance qu'il avait définie toute ma vie avait disparu, remplacée par la prise de conscience qu'il s'était piégé lui-même. « Tu ne peux pas me faire ça », dit-il. Mais sa phrase ressemblait plus à une question qu'à une certitude. « Ce n'est pas moi qui t'ai fait ça », répondis-je doucement. « C'est toi.
Le lendemain matin, j'arrivais au bureau d'Harold avec 15 minutes d'avance, l'estomac noué. Même avec l'avantage légal, l'idée d'affronter mon père m'intimidait. Des années à chercher son approbation m'avaient conditionné à me rétrécir en sa présence. « Mais tu ressembles beaucoup à ta mère », observa Harold en m'accompagnant dans la salle de conférence. Là elle avait la même force silencieuse. Cette comparaison me donna confiance. Rarement quelqu'un me parlait de ma mère, et cette connexion signifiait beaucoup. La salle de conférence contenait une grande table en chêne entourée de chaises en cuir, et un écran accroché au mur. Harold avait préparé un ordinateur relié à un projecteur. William a enregistré ces messages il y a seulement 2 mois, expliqua-t-il. Il a été très précis sur l'ordre dans lequel il devait être visionné. À 10 heures précises, Thomas entra accompagné d'un homme aux traits durs et au costume coûteux. « Voici Richard Dalton, mon avocat », annonça-t-il sans détour. Harold hocha la tête poliment. « Bonjour, maître Dalton. Je dois préciser que ce n'est ni une négociation ni une procédure légale, mais une affaire familiale, comme l'a spécifié William Stout dans son testament. Votre présence n'est pas interdite, mais elle ne changera pas le résultat de cette réunion. » Thomas s'assit face à moi. Son expression soigneusement contrôlée avait remplacé la surprise d'hier par un calme calculé. « Juline, ce malentendu peut se régler facilement, commença-t-il. Je suis prêt à te laisser rester dans la maison d'hôte pendant que nous trouvons un arrangement convenable. » Il n'y a aucun malentendu, l'interrompit Harold. Les termes du testament étaient très clairs, et Thomas les avait violés dès le premier jour après la lecture initiale. Avant de discuter de tout arrangement, William a demandé que vous voyiez d'abord ces messages, expliqua Harold en baissant les lumières et en lançant la première vidéo. Le visage de mon grand-père apparut à l'écran et un nœud se forma dans ma gorge. Il était assis dans son bureau, plus frêle que dans mes souvenirs, mais avec la même intensité dans le regard qu'il avait toujours défini. « Thomas William », commença-t-il en s'adressant directement à son fils. « Si tu regardes ceci, c'est que tu as fait exactement ce que j'avais prédit. Tu as montré la porte à Juline dès que tu as cru avoir sécurisé ton héritage. » Mon père s'agita, mal à l'aise sur sa chaise. « Je t'ai vu courir après la richesse toute ta vie, croyant qu'elle te donnerait la satisfaction qui t'a toujours échappé. L'entreprise n'a jamais suffi, la maison n'a jamais suffi. Aucune somme d'argent n'a comblé le vide que je voyais en toi. » William fit une pause, son expression s'adoucissant légèrement. « Je t'ai donné une dernière épreuve, mon fils. Une chance de montrer que la famille comptait plus pour toi que la fortune. Tout ce que tu avais à faire, c'était de partager ton abondance avec ta fille. Elle est l'unique enfant que tu auras jamais. Au lieu de ça, tu lui as montré la même froideur que toute sa vie. » L'avocat de Thomas griffonnait des notes avec frénésie tandis que le visage de mon père devenait de plus en plus rouge. « J'ai construit Stoyard Construction à partir de rien, » continua William. Mes mains saignaient en posant les premières fondations. J'ai travaillé aux côtés de chaque équipe jusqu'à ce que mon corps ne le permette plus. Je n'ai pas bâti cet héritage pour qu'il devienne un monument à la cupidité. La salle était complètement silencieuse quand William se pencha vers la caméra. L'entreprise appartient désormais à Juline, tout comme la maison et tous les biens associés. Ce n'est pas une punition, Thomas, c'est la conséquence naturelle de tes choix. Tu as toujours valorisé l'argent plus que les relations. Maintenant, tu n'as ni l'un ni l'autre. La vidéo s'arrêta, laissant derrière elle un silence lourd. Thomas fixait l'écran noir, le visage indéchiffrable. « Il y a aussi un message pour Juline », dit Harold doucement en lançant la seconde vidéo. Mon grand-père apparut de nouveau, cette fois avec une expression beaucoup plus chaleureuse. « Ma très chère Juline », commença-t-il, et mes yeux se remplirent aussitôt de larmes. « Si tu regardes ceci, c'est que tout s'est passé comme je l'avais anticipé. Je regrette la douleur que Thomas t'a causée, mais je ne suis pas surpris, » dit William avec un doux sourire. « Tu m'as montré ce que signifie la véritable famille, par tes actions et pas seulement par tes paroles. La manière dont tu m'as soigné pendant mes derniers mois a été un cadeau que je ne pourrai jamais te rendre. Mais je peux au moins m'assurer que ton avenir est protégé. » Il se pencha vers l'avant, ses yeux semblant me regarder directement. « La Stoyard Construction est maintenant à toi. Ne te laisse pas intimider. Avec cette responsabilité, tu as une compréhension naturelle des gens que Thomas n'a jamais eue. L'entreprise a autant besoin de ton cœur que de ta tête. » Mon grand-père leva un cadre avec une photo, j'y reconnus ma mère et moi, quand j'avais environ 5 ans. Sarah serait tellement fière de la femme que tu es devenue. Dirige avec compassion,
Juline, mais ne confonds jamais compassion et faiblesse. Tu es plus forte que tu ne l'imagines. Quand la seconde vidéo prit fin, j'essuyai mes larmes. Thomas restait immobile, son avocat lui chuchotant frénétiquement à l'oreille. Harold ralluma les lumières. Il y a une dernière partie au message de William. Une lettre adressée à vous deux. Il sortit une enveloppe de son porte-document et en brisa le sceau. William a demandé qu'elle soit lue en votre présence. La lettre était brève mais puissante. Bien que la propriété légale de l'entreprise et des biens appartiennent désormais uniquement à Juline. Je laisse un chemin vers la réconciliation. Si Thomas démontre un véritable changement et contribue de manière significative à l'entreprise pendant au moins 2 ans, Juline pourra, à sa seule discrétion, envisager de partager avec lui une partie de la propriété. Cette décision lui appartient entièrement et doit naître d'une relation authentique, pas de l'obligation ni de la manipulation. Harold replia la lettre et la remit dans l'enveloppe. Voilà qui conclut les dernières volontés de William. Un silence gêné s'installa. L'avocat de Thomas lui murmura encore quelque chose, mais cette fois mon père le fit taire d'un geste. Pour la première fois de ma vie, je voyais mon père abattu. Ce n'est pas légal, finit-il par dire, mais sa voix avait perdu toute conviction. Je vous assure que c'est parfaitement légal, répondit Harold calmement. Les conditions étaient clairement établies dans le testament. Vous avez choisi de ne pas le lire entièrement. Mon bureau a déjà déposé les documents pour transférer tous les biens à Juline, avec effet rétroactif à hier après-midi. Au moment où vous avez violé les termes. Thomas se tourna vers moi, son expression passant de la colère à quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Juline, sois raisonnable. Je suis ton père. Cette entreprise a toujours fait partie de mon futur. Tu ne sais rien de la gestion d'une société de construction. Je peux apprendre, répondis-je simplement. Le grand-père croyait en moi. J'ai fait une erreur hier, concéda Thomas d'un ton que je n'avais jamais entendu de lui, presque suppliant. J'étais accablé par la douleur et je n'ai pas réfléchi clairement. Peut-on résoudre ça en famille? Ma famille, répétai-je, le mot amer sur ma langue. Tu ne m'as jamais traité comme de la famille, même quand maman mourait. Tu étais distant. C'est grand-père qui m'a élevé, pendant que toi tu courais après les affaires. Hier n'était pas un simple dérapage, c'était la continuité de toute une vie de comportement. Thomas se pencha en avant, changeant de tactique. Je peux changer. Je vais te le prouver. Laisse-moi emménager dans la maison d'amis et nous pourrons diriger l'entreprise ensemble, père et fille, comme ça aurait toujours dû être. Sa soudaine transformation était si transparente qu'elle aurait été risible dans un autre contexte. Le même homme qui, 24 heures plus tôt, m'avait dit froidement que je ne servais à rien, jouait maintenant le rôle d'un père aimant. Je ne crois pas que ce soit approprié pour l'instant, répondis-je avec précaution. J'ai besoin de temps pour comprendre l'entreprise et m'établir comme nouvelle propriétaire, sans confusion sur le leadership. Tu fais une erreur, prévint Thomas, laissant échapper un éclat de sa vraie nature sous son masque. Le conseil d'administration me respecte. Les clients me connaissent. Ils ne t'accepteront pas. Harold intervint doucement. En réalité, j'ai parlé avec le conseil exécutif ce matin même. Ils ont été informés de la transition et ont exprimé leur soutien total à Juline. William avait abordé cette éventualité avec chacun d'eux, individuellement, au cours de l'année passée. Cette révélation sembla frapper Thomas plus fort que tout le reste. Il avait tout planifié, depuis le début, souffla-t-il. Il espérait que ce ne soit pas nécessaire, corrigea Harold. Mais il s'était préparé à tous les scénarios. Thomas se leva brusquement. Ce n'est pas fini. Je contesterai ce testament. Vous êtes libre d'essayer, répondit Harold calmement. Mais je dois préciser que William a inclus une clause de non-contestation. Toute action en justice entraînera automatiquement la perte totale de votre part. Ne vous laissant qu'une seule possibilité, regagner une partie de l'entreprise par de véritables efforts de bonne foi. L'avocat de mon père posa une main sur son bras pour le retenir. Nous devrions discuter des options en privé, Thomas, dit-il. Pendant qu'il se préparait à partir, je retrouvai ma voix. Papa, dis-je, utilisant ce mot malgré combien il sonnait étranger dans ma bouche. Un grand-père t'a laissé une voie de retour. Si tu le veux. Pas pour tout contrôler, mais pour être une partie du legs qu'il a construit. Cette opportunité est réelle, mais seulement si ton changement l'est aussi. Thomas s'arrêta sur le pas de la porte, dos tourné.
Pendant un instant, je crus qu'il allait répondre sincèrement. Mais il redressa les épaules et sortit sans dire un mot. Harold attendit que la porte se referme pour parler. Cela s'est déroulé exactement comme prévu. Ton grand-père avait prédit que Thomas chercherait à contester le testament avant même de réfléchir à la réconciliation. Est-ce qu'il le fera vraiment, demandai-je. Il peut essayer, mais il ne pourra pas gagner. William et moi avons créé un document inattaquable, et les actions de Thomas hier constituent une violation immédiate et documentée des termes, répondit Harold en rassemblant ses papiers. Maintenant, parlons de ta transition vers la direction de l'entreprise. Il y a beaucoup à revoir. Alors que nous allions dans le bureau de Harold pour commencer à planifier mon futur inattendu, je ressentais un étrange mélange d'émotions, de la tristesse pour ce que ma relation avec mon père aurait pu être, de la gratitude pour la clairvoyance de mon grand-père, et quelque chose de nouveau. Une confiance grandissante dans l'idée que j'étais peut-être plus prête à assumer cette responsabilité que je ne l'avais cru. William avait eu confiance en moi pour protéger son héritage. Maintenant, c'était à moi de prouver que j'étais digne de cette confiance. Le poids des clés n'est pas le même quand elles représentent non seulement une maison, mais un héritage. En ouvrant la porte principale de la maison de mon grand-père, désormais légalement la mienne, le grincement familier des gonds me souhaita la bienvenue chez moi. La première nuit seule dans cette vaste demeure fut à la fois réconfortante et déroutante. Je dormis dans ma chambre d'enfance au lieu d'occuper la suite principale, ayant besoin de l'étreinte du familier. Le matin apporta une avalanche d'appels et de courriels. La plupart contenaient des félicitations pour mon nouveau poste de directrice générale de Stoyard Construction. Certains étaient sincères, venant d'employés qui me connaissaient depuis enfant. D'autres cachaient à peine un scepticisme sur mes capacités. Je les gardais tous, prenant mentalement note des alliés et des défis possibles à venir. Ma première semaine comme propriétaire de l'entreprise fut un cours intensif de gestion dans la construction. Je passais des heures avec les chefs de département à revoir les projets en cours et les états financiers. Mes soirées étaient consacrées à l'étude des rapports du secteur et de l'histoire de la compagnie. William avait bâti une organisation solide avec une équipe dirigeante compétente, ce qui rendait ma courbe d'apprentissage moins abrupte qu'elle aurait pu l'être. Thomas tenta sa première réconciliation exactement 7 jours après notre rencontre au bureau de Harold. Il arriva à la maison sans prévenir, une bouteille de vin coûteuse à la main et une expression d'humilité étudiée. « Je pensais que nous pourrions parler, dit-il quand j'ouvris la porte. Je l'invitai à entrer dans le salon, mais je n'ouvris pas son vin. « De quoi veux-tu parler ?» J'ai réfléchi au message de William, commença-t-il en s'asseyant mal à l'aise sur le bord du canapé. Peut-être que je me suis trop concentré sur les aspects professionnels de la vie. Peut-être, répétai-je, attendant qu'il poursuive. Je voudrais une autre chance, dit Thomas en se penchant vers moi avec une apparente sincérité. Être le père que j'aurais dû être, et te guider dans la direction de l'entreprise. Sa performance était presque convaincante. La légère tension autour de ses yeux fut le seul signe que ses paroles étaient une tactique et non une sincérité. J'apprécie ton offre, répondis-je prudemment, mais je crois que nous devons d'abord établir la confiance avant de parler d'affaires. Peut-être pourrions-nous commencer par des dîners familiaux réguliers, complètement séparés des questions de l'entreprise. Le sourire de Thomas vacilla un instant. Bien sûr, même si mon expérience serait précieuse pendant cette période de transition. Le contrat avec Jefferson, à lui seul, demande une gestion délicate. Et voilà, le véritable but de sa visite était révélé. Le contrat avec Jefferson était le plus grand projet de la compagnie à ce moment-là, avec des millions de revenus en jeu. La situation avec Jefferson est déjà en cours de traitement, l'assurai-je. Je me suis rencontré avec Robert Jefferson hier. Nous avons restructuré le calendrier pour l'adapter à son budget. Thomas ne put cacher sa surprise. Tu as rencontré Bob en personne ? Il accepte rarement de voir quelqu'un en dessous du niveau exécutif. Apparemment, il a fait une exception pour la petite fille de William, répondis-je simplement. Je ne mentionnais pas que la réunion s'était exceptionnellement bien passée, Jefferson ayant exprimé son soulagement de traiter avec quelqu'un qui valorisait les relations plus que les marges de profit immédiates. Notre conversation continua sur cette ligne, Thomas essayant d'établir des liens familiaux qui revenaient inévitablement à des avantages d'affaires. Après 1 heure, il partit avec des promesses de dîner en famille bientôt. Nous savions tous les deux qu'il ne le ferait pas. Au fil des semaines suivantes, Thomas tenta différentes approches. Parfois, il se montrait vulnérable, évoquant des problèmes de santé ou de solitude. D'autres fois, il arrivait accompagné de contacts d'affaires,
espérant utiliser leur présence pour accéder aux opérations de l'entreprise. Une fois, il apporta même de vieilles photos de famille, une tentative transparente pour manipuler mes émotions. Chaque visite suivait le même schéma, une chaleur initiale vite suivie de tentatives de reprendre le contrôle de la compagnie. Chaque fois, je maintenais mes limites, mais je laissais une porte ouverte pour une relation sincère, comme mon grand-père l'avait souhaité. Pendant ce temps, je trouvais peu à peu ma place à Stoyard Construction. Mon expérience en marketing se révéla précieuse quand nous avons élargi notre présence numérique et modernisé notre communication avec les clients. L'équipe dirigeante, d'abord méfiante, commença à m'apporter directement ses problèmes, découvrant que ma perspective offrait souvent des solutions nouvelles. 3 mois après avoir hérité de l'entreprise, je pris ma première grande décision, créer la fondation William Stout, dédiée à offrir une formation technique à des jeunes défavorisés. La fondation créerait des chemins vers des carrières dans la construction, tout en honorant la conviction de mon grand-père que chacun mérite une opportunité. L'annonce suscita une couverture médiatique positive et une attention dans le secteur. Thomas apparut à l'événement de lancement sans invitation, se plaçant près de moi lors des séances photos, comme s'il avait participé à la planification. Je ne corrigeais pas les journalistes qui supposèrent qu'il soutenait l'initiative, préférant me concentrer sur la mission de la fondation plutôt que sur la politique familiale. Ce soir-là, alors que l'événement touchait à sa fin, Thomas s'approcha de moi au bar. Un mouvement intelligent avec la fondation, dit-il en commandant un whisky. Une bonne publicité. Ce n'est pas une question de publicité, le corrigeai-je. C'est une question d'honorer les valeurs de grand-père. Thomas me fixa par-dessus son verre. Tu le crois vraiment, n'est-ce pas? Que les affaires peuvent être autre chose que du profit. Je le crois. Et grand-père le croyait aussi, répondis-je en soutenant son regard. Quelque chose changea dans l'expression de Thomas. Un éclat de reconnaissance, comme s'il comprenait enfin qu'il avait peut-être profondément mal interprété le vrai héritage de William. Il t'a laissé plus que l'entreprise, dit-il à voix basse. Il t'a laissé sa vision. C'était la chose la plus sincère que mon père ait dite depuis le transfert de l'héritage. Pendant un instant, j'aperçus ce que notre relation aurait pu être dans d'autres circonstances. Oui, reconnus-je, et cela vaut plus que les 56 millions. Thomas hocha lentement la tête, termina son verre en silence et partit sans son discours habituel sur son implication dans les affaires. 3 semaines passèrent avant que je n'entende de nouveau parler de lui. Pendant ce temps, je pris une autre décision importante, après beaucoup de réflexion, je créai un modeste fonds fiduciaire pour Thomas, lui garantissant une vie confortable sans lui donner le moindre contrôle sur les actifs de l'entreprise. Harold me conseilla de ne pas le faire d'un point de vue légal, mais me soutint sur le plan personnel. Ton grand-père approuverait ta compassion, dit-il. Mais fais attention à ce qu'elle ne soit pas confondue avec de la faiblesse. Quand Thomas apprit l'existence du fonds, sa réaction me surprit. Au lieu d'y voir une opportunité de négocier davantage, il l'accepta avec une dignité silencieuse. Notre rencontre suivante eut un ton différent, moins calculé, plus réfléchi. Petit à petit, au fil des mois, quelque chose de fragile, parfois inconfortable, mais réel commença à se former entre nous, une relation qui ressemblait enfin à une relation authentique. Thomas parla pour la première fois de sa propre enfance, révélant des complexités dans sa relation avec William que je n'avais jamais envisagées. 1 an après avoir hérité de Stoyard Construction, j'invitai Thomas à rejoindre un nouveau comité consultatif, composé d'experts de l'industrie et de leaders communautaires. Le poste offrait du prestige mais une autorité limitée, un pas vers l'inclusion sans compromettre la direction de l'entreprise. Merci pour cette opportunité, dit-il quand je lui tendis l'invitation. Je ne te décevrai pas. Je l'espère, répondis-je sincèrement. Grand-père voulait que tu aies un chemin de retour. Ceci en fait partie. La guérison entre nous restait incomplète et le serait peut-être toujours. Certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. Mais le chemin parcouru, depuis ce cruel rejet le lendemain des funérailles jusqu'à notre collaboration prudente d'aujourd'hui, représentait une évolution qu'aucun de nous n'aurait cru possible. Quant à Stoyard Construction, l'entreprise prospéra sous ma direction. Nous maintînmes les valeurs fondamentales établies par William tout en nous développant vers des pratiques de construction durable et des projets de développement communautaire. La fondation William Stout grandit jusqu'à soutenir chaque année des dizaines d'étudiants, créant un vivier de travailleurs talentueux et motivés qui apportaient une énergie nouvelle au secteur. Le changement le plus profond, cependant, eut lieu en moi. La petite fille qui avait désespérément cherché l'approbation de son père était devenue une femme sûre de son propre jugement.
L'incertitude que j'avais ressentie en héritant de l'entreprise s'était transformée en une confiance sereine. J'honorais l'héritage de mon grand-père, non pas en le figeant, mais en le faisant évoluer avec réflexion. 2 ans jour pour jour après la mort de William, je visitais seul sa tombe. La pierre tombale simple portait son nom, ses dates, et les mots qu'il avait lui-même choisis. La vraie richesse se mesure aux vies touchées, pas aux dollars gagnés. Tu avais raison sur tant de choses, murmurai-je en déposant des roses fraîches au pied de la pierre. Sur l'entreprise, sur papa, sur moi. La brise d'automne agitait les arbres voisins, dispersant des feuilles dorées dans le cimetière. À cet instant de paix, je ressentis une gratitude immense pour la dernière leçon de mon grand-père, sans doute la plus importante. Que la véritable famille se définit par l'amour et le respect, pas seulement par le sang ni par des papiers légaux. L'héritage qu'il m'avait laissé allait bien au-delà de l'argent ou des propriétés. C'était la compréhension que la façon dont nous traitons les autres révèle notre véritable caractère. C'était la valeur de rester fidèle à mes principes, même face à la manipulation ou au rejet. Et c'était la sagesse de comprendre que pardonner n'exige pas d'oublier, mais permet de nouveaux commencements. En conduisant de retour vers la maison qui était désormais véritablement mon foyer, je réfléchissais à la vitesse à laquelle la vie peut changer. En à peine 24 heures, j'étais passé de n'avoir nulle part où vivre à devenir propriétaire d'une entreprise de 56 millions de dollars. Mais la véritable transformation avait pris plus de temps et était allée plus loin que n'importe quel transfert légal d'actifs. J'avais appris que parfois, perdre tout ce qu'on a est la seule façon de découvrir ce qui compte vraiment. Et cette leçon fut le plus grand héritage de tous. J'espère que cette histoire a résonné en toi d'une manière ou d'une autre. As-tu déjà vécu une situation où quelqu'un t'a sous-estimé puis l'a regretté? Ou peut-être as-tu eu un membre de ta famille qui t'a enseigné des leçons importantes de vie à travers ses actes plutôt que par ses paroles? Partage tes pensées dans les commentaires, et n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et de partager cette vidéo si elle a touché ton cœur. Je suis reconnaissante à chacun de vous d'avoir pris le temps d'écouter mon parcours, et j'attends avec impatience de pouvoir aussi me connecter à travers vos histoires.